Imaginez-vous commandant d'un char Sherman en 1942, progressant à travers le désert nord-africain. Votre forteresse d'acier de 30 tonnes vous semble invincible, tandis que vous scrutez l'horizon à travers votre périscope. L'ennemi se trouve quelque part là-bas, mais vous êtes confiant. Votre blindage peut arrêter tout ce que les Allemands possèdent. Leurs canons anti-chars de 37 mm ne sont qu'une plaisanterie. Leurs obus rebondissent sur votre coque comme des grêlons. Puis, vous l'entendez. Un son qui glace votre sang. Pas le bruit sourd d'un canon de char ou le claquement des fusils, mais quelque chose de complètement différent. Un craquement sec et distinctif qui semble fendre l'air lui-même, suivi microsecondes plus tard par un grondement plus profond qui résonne à travers le désert. Si vous entendiez d'abord le grondement, vous étiez sauvé. L'obus vous avait manqué. Mais si vous entendiez d'abord ce craquement, ce claquement supersonique d'un projectile passant à proximité, vous étiez déjà mort. Vous ne le saviez simplement pas encore. Car quelque part là-bas, invisible à l'horizon, se trouvait l'arme la plus redoutée de l'arsenal allemand. Pas un char, pas un lance-roquettes, pas même une arme conçue pour combattre les chars. C'était un canon anti-aérien, une arme construite pour abattre des bombardiers volant à 7600 mètres d'altitude qu'on avait descendu du ciel et pointé directement sur vous. Voici l'histoire du canon flak de 88 mm, une arme qui n'était jamais censée être un tueur de chars, mais qui devint l'arme de combat terrestre la plus terrifiante de la Seconde Guerre mondiale. Un canon si efficace que des divisions blindées alliées entières stoppaient leur avancée au simple bruit qu'une seule de ses pièces se trouvait dans la zone. Une arme si redoutée que les équipages de chars alliés lui donnaient des surnoms comme la faiseuse de veuves et le canon magique de Rommel. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment un commandant allemand désespéré découvrit par accident qu'un canon anti-aérien pouvait détruire n'importe quel char jamais construit. Comment Rommel en fit son arme secrète. Comment les Alliés apprirent très finalement à vaincre ce canon apparemment invincible. Et ce que les armées modernes apprirent de ce jeu mortel du chat et de la souris qui influence encore la guerre aujourd'hui. Le canon flak de 8,8 cm, Flugabwehrkanone ou canon de défense anti-aérienne en allemand, naquit d'un problème simple. Les bombardiers alliés volèrent de plus en plus haut et de plus en plus vite, et les canons anti-aériens existants ne pouvaient pas les atteindre. À la fin des années 1930, la Luftwaffe avait besoin de quelque chose qui puisse envoyer un obus à des altitudes de 10 600 mètres, avec assez de précision pour toucher un bombardier voyageant à 480 km/h. La solution fut révolutionnaire. Le 88 tirait ses projectiles à près de 900 mètres par seconde, plus rapide que tout autre canon sur le champ de bataille. Cette vitesse incroyable créait la trajectoire la plus plate et la plus précise de tout l'arsenal allemand. Alors que la plupart de l'artillerie tire en arc, l'obus à haute vitesse du 88 volait dans une ligne presque parfaitement droite. Cette trajectoire tendue signifiait quelque chose d'extraordinaire. Alors que les autres canons anti-chars avaient des portées efficaces de 500 à 800 mètres, le 88 pouvait engager précisément des cibles à plus de 2000 mètres, bien plus d'1,5 km. Un équipage de chars alliés pouvait penser être en sécurité hors de portée quand soudain leur char exploserait sous le feu d'un ennemi qu'ils ne pouvaient même pas voir. Le système sophistiqué de conduite de tir du canon, conçu pour traquer les avions rapides, pouvait calculer les solutions de tir plus vite et plus précisément que n'importe quel canon de char de l'époque. Ces optiques puissantes pouvaient identifier des cibles à des distances où les tankistes alliés ne pouvaient même pas dire s'ils regardaient une position d'artillerie ou des rochers. La transformation du 88 commença en 1936 pendant la guerre civile espagnole. Les forces allemandes soutenant les nationalistes de Franco se trouvèrent face à des chars T-26 fournis par les soviétiques avec 45 mm de blindage frontal qui étaient effectivement immunisés contre les canons anti-chars allemands de 37 mm. Un commandant allemand désespéré prit une décision qui changerait l'histoire militaire. Il ordonna à ses équipages de flak 88 d'abaisser leurs canons et de tirer directement sur les chars républicains. Les résultats furent choquants. Les obus perforants à haute vitesse ne se contentaient pas de percer les chars soviétiques. Ils les traversaient complètement, sortant souvent par le blindage arrière et continuant sur des centaines de mètres au-delà. La nouvelle de ces succès se répandit rapidement dans les cercles militaires allemands, mais les implications complètes ne devinrent claires qu'en 1940, quand les forces allemandes envahirent la France et qu'Erwin Rommel rencontra le char britannique Matilda II.
21 mai 1940. La 7e division Panzer de Rommel rencontra des chars britanniques Matilda II près d'Arras. Des monstres avec 78 mm de blindage frontal qui les rendaient effectivement immunisés contre tous les canons anti-chars allemands. Les frappe-portes allemands étaient inutiles, leurs obus rebondissant simplement sur le blindage britannique. L'avance de Rommel s'arrêta soudainement net, mais il se souvint des rapports d'Espagne. Il ordonna que tous les 88 disponibles soient retirés de la défense aérienne et formés en une ligne improvisée de canons anti-chars. Les résultats furent immédiats et terrifiants. Le premier Matilda touché se désintégra simplement. L'obus du 88, voyageant à 790 mètres par seconde, perça le blindage britannique impénétrable comme du papier. Un par un, les chars britanniques apparemment invincibles furent abattus par des canons qu'ils ne pouvaient même pas voir, tirant depuis des portées qu'ils ne savaient pas possibles. En quelques heures, la contre-attaque britannique s'effondra. Le front flaque de Rommel avait détruit virtuellement tous les Matilda de la force d'attaque, et la nouvelle de l'efficacité du 88 se répandit dans l'armée allemande comme une traînée de poudre. En Afrique du Nord, Rommel perfectionna l'usage du 88. Le vaste désert était un terrain parfait pour les capacités à longue portée du canon. Sa tactique favorite devint le piège flak. Les forces allemandes battaient en retraite, attirant les chars alliés dans des zones de mort où des 88 cachés pouvaient les détruire à des portées où le tir de riposte allié était inefficace. L'effet psychologique était dévastateur. Les équipages de chars alliés ne savaient jamais quand ils pourraient entrer dans une zone de mort. Les équipages britanniques l'appelaient le canon magique de Rommel et lui attribuaient des capacités surnaturelles. La simple rumeur de 88 dans une zone pouvait arrêter les avances alliées. Ce qui rendait le 88 si terrifiant était la façon dont il tuait. Le craquement supersonique de l'obus arrivait avant le son du canon tirant. Si vous entendiez d'abord le craquement, l'obus vous avait déjà dépassé. La précision du canon signifiait qu'une fois qu'il vous avait dans sa ligne de mire, l'évasion était improbable. En 1943, les Alliés avaient subi des pertes massives de chars face aux 88 sur plusieurs théâtres, mais ils apprenaient. La solution n'était pas d'égaler la supériorité technique du 88. C'était d'exploiter ses faiblesses par des tactiques supérieures, la technologie et une force écrasante. La première percée vint du renseignement et de la reconnaissance. Les forces alliées développèrent des techniques spécialisées pour identifier les positions de 88 avant d'attaquer. Les avions de reconnaissance photographique photographiaient les zones suspectes sous plusieurs angles, cherchant les signes révélateurs, remblais de terre, motifs de camouflage et les marques de roues distinctives laissées par l'affût lourd du canon. Les observateurs d'artillerie étaient entraînés à repérer les éclairs de bouche et à coordonner des tirs de contre-batterie immédiats. La découverte clé fut que le 88, malgré toute sa létalité, avait des vulnérabilités critiques. Il était grand, lourd et relativement immobile une fois en position. Son équipage était exposé pendant l'opération, contrairement aux équipages de chars qui combattaient depuis l'intérieur de véhicules blindés. Et surtout, il ne pouvait engager que des cibles dans sa ligne de vue directe. Les Alliés développèrent la tactique de coordination artillerie-aviation. Quand des 88 étaient à suspecter dans une zone, des barrages d'artillerie massifs saturaient les positions suspectes, tandis que des chasseurs bombardiers attaquaient simultanément depuis plusieurs directions. Les attaques à la roquette des P-47 Thunderbolt et Hawker Typhoon devinrent particulièrement efficaces car les équipages de 88 ne pouvaient pas engager simultanément des cibles terrestres et aériennes. Mais peut-être le plus efficace fut le développement américain de tactiques d'assaut interarmes. Au lieu d'envoyer les chars seuls en avant, les forces alliées apprirent à coordonner l'infanterie, l'artillerie, le soutien aérien et les blindés dans des attaques intégrées. Des écrans de fumée aveuglaient les servants du 88, tandis que l'infanterie s'approchait pour désigner les cibles à l'artillerie. Plusieurs chars Sherman avancèrent depuis différentes directions, forçant le 88 à choisir ses cibles, tandis que d'autres se rapprochaient à portée efficace. Les Alliés exploitèrent aussi le succès du 88 contre lui-même. Les commandants allemands devinrent si dépendants de ces canons qu'ils les positionnèrent souvent de façon prévisible. Le renseignement allié apprit à lire les schémas défensifs allemands et à anticiper où les 88 seraient placés, puis à planifier les attaques en conséquence. La bataille entre les tactiques alliées et le 88 allemand,
enseigna des leçons qui révolutionnèrent la pensée militaire et continuent d'influencer la guerre aujourd'hui. La leçon la plus importante fut qu'aucun système d'armes, peu importe sa supériorité technologique, ne peut dominer indéfiniment le champ de bataille. L'adaptation et la contre-adaptation sont constantes dans la guerre. Les Alliés apprirent que la supériorité technologique écrasante n'était pas toujours possible, mais qu'une coordination supérieure, le renseignement et les tactiques pouvaient surmonter les désavantages techniques. Ce principe devint central à la doctrine OTAN pendant la guerre froide et reste fondamental à la pensée militaire moderne. Le 88 démontra aussi le danger des défaillances à point unique dans les systèmes militaires. Les forces allemandes devinrent psychologiquement dépendantes de leurs armes miracles. Et quand les Alliés apprirent à la neutraliser efficacement, des schémas défensifs entiers s'effondrèrent. Les armées modernes apprirent à construire de la redondance dans leur système et à éviter la surdépendance envers une capacité unique. Peut-être plus important encore, le 88 prouva que l'innovation vient souvent de la nécessité et de l'improvisation. Les plus grands succès du canon vinrent non pas du suivi de son objectif de conception originale, mais de l'adaptation créative à des situations inattendues. La doctrine militaire moderne emphasise la flexibilité et l'importance d'entraîner les soldats à penser créativement sous pression. L'histoire du canon flak de 88 mm est ultimement une histoire sur l'évolution constante de la guerre. Une arme conçue pour abattre des bombardiers devint le tueur de chars le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale, pour finalement être vaincu par des tactiques qui exploitaient ses propres forces contre elle. Le 88 enseigna aux deux camps des leçons cruciales, que la supériorité technologique est temporaire, que l'adaptation est essentielle pour la survie, et que les armes les plus dangereuses sont souvent celles utilisées de façon que leurs concepteurs n'avaient jamais prévue. Ces leçons résonnent dans les conflits modernes où les engins explosifs improvisés, les drones commerciaux et les cyberarmes continuent de surprendre et défier la pensée militaire conventionnelle. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une nouvelle arme miracle qui promet de tout changer, souvenez-vous du canon flak de 88 mm. Il domina les champs de bataille pendant des années, frappa la terreur dans le cœur de ses ennemis et sembla imparable jusqu'à ce que des opposants déterminés apprennent ses faiblesses et développent des tactiques pour le vaincre. Car dans la guerre, comme dans la vie, aucun avantage ne dure éternellement, et la victoire va ultimement à ceux qui peuvent s'adapter le plus rapidement aux circonstances changeantes.